Priscilla Presley, l'ex-femme du légendaire Elvis Presley, a fait une révélation surprenante concernant le roi du rock and roll. Dans une récente interview, s'exprimant avec franchise sur sa vie avec le chanteur iconique, Priscilla a clairement indiqué que le monde ne connaît qu'une infime partie de l'Elvis qu'elle a connu. Selon elle, la plupart des gens ont une vision partielle de l'homme complexe qui se cachait derrière la musique. Mais quel secret Priscilla cache-t-elle à propos d'Elvis? Et pourquoi a-t-elle choisi de les révéler enfin après toutes ces années? Suivez-nous pour le découvrir. Priscilla se confie sur son amant. Lors d'une conversation sincère avec le Times britannique, Priscilla Presley a évoqué le lien profond qui l'unissait à Elvis, les souvenirs impérissables qu'elle garde de lui et les émotions fortes qu'elle ressent à chaque fois qu'elle se rend à Graceland. Malgré les années écoulées, il est clair qu'Elvis reste une figure importante de sa vie. Priscilla a parlé ouvertement des hauts et des bas de leur relation, la comparant à des montagnes russes. Malgré toutes ces émotions contradictoires, leur lien est resté unique. Elle a confié que des pensées pour lui traversent l'esprit chaque jour. De petits détails de son quotidien lui rappellent Elvis. Elle a raconté qu'il y a peu, elle a vu une chemise dans un magasin et s'est imaginé combien Elvis l'aurait aimé. Ces petits moments lui apportent à la fois du réconfort et de la tristesse. Elle a mentionné que rendre visite à Graceland compte toujours beaucoup pour elle. Chaque fois qu'elle s'y rend, elle ressent la présence d'Elvis. La maison est imprégnée de son esprit, de ses chansons et des souvenirs de leur vie commune. Chaque pièce ravive les moments partagés, le bonheur qu'ils ont connu et les rêves dont ils parlaient. Pour Priscilla, Graceland est bien plus qu'une simple maison. C'est un fragment vivant d'Elvis qui continue de vivre. Dans l'interview, Priscilla a également évoqué ce qu'aurait pu être la vie d'Elvis s'il avait vécu plus longtemps. Elle pense qu'il trouvait le bonheur en sachant à quel point sa musique touchait les gens. Le fait que ses chansons touchent les gens était très important pour lui. Priscilla se souvenait d'être assise avec lui à Graceland, à écouter les chansons qu'il avait enregistrées. Lorsqu'elle lui avait demandé pourquoi il aimait tant les ballades, il lui avait répondu que ses chansons transmettaient des leçons de vie importantes et parlaient au cœur. Cette réponse l'a marquée à jamais. Elle pensait que si Elvis avait vécu plus longtemps, il aurait peut-être davantage écouté son cœur et consacré plus de temps au gospel. Elle disait que cette facette de sa personnalité était très authentique et lui tenait profondément à cœur. Chaque fois qu'il s'asseyait au piano pour chanter des chants gospel, son visage affichait calme et sérénité. Il se laissait absorber par la musique et Priscilla avait le sentiment que ces moments révélaient au monde une facette d'Elvis rarement vue. Même si leur mariage prit fin le 9 octobre 1973, ce n'était pas par manque d'amour. Priscilla confia plus tard qu'Elvis était l'amour de sa vie. Elle le quitta car elle avait besoin de se retrouver et de découvrir la vie en dehors de son univers. Même après leur séparation, ils restèrent bons amis et élevèrent ensemble leur fille, Lisa Marie, avec amour et attention. Le cœur de Priscilla se brisa lorsqu'elle apprit la disparition d'Elvis le 16 août 1977. Dans ses mémoires, elle décrivit la profonde douleur qu'elle ressentit. Le chagrin était si intense qu'elle pensait ne pas pouvoir continuer. Elle était convaincue que le vide laissé par son absence ne serait jamais comblé. Au fil des ans, Priscilla s'est efforcée de perpétuer le souvenir d'Elvis. Elle partage des anecdotes sincères et touchantes à son sujet, rappelant au monde l'homme bon et aimant qui se cachait derrière ce nom célèbre. Ces souvenirs sont un témoignage constant d'un amour resté fort, malgré le temps et les aléas de la vie. Aujourd'hui encore, Elvis occupait une place importante dans le cœur de Priscilla. Sa musique, les souvenirs d'enfance et la présence indéfectible de Grace le gardent près d'elle. Mais ce n'est que le début d'une longue liste de tout ce qu'elle a dit sur son ex-mari, ce qui signifie qu'elle le connaissait depuis longtemps. Alors, à quoi ressemblait vraiment leur relation? Découvrons-le, un amour que le temps n'a pu effacer. À l'automne 1958, Elvis Presley était stationné en Allemagne de l'Ouest dans le cadre de son service militaire. Il découvrait alors la vie loin de chez lui et du luxe de Graceland. Malgré les difficultés de la vie en terre étrangère, loin de la célébrité et de l'attention auxquelles il était habitué, le destin s'en est mêlé et lui a présenté Priscilla Beaulieu, entraînant un tournant décisif dans leur vie. Son beau-père, après avoir consulté le commandant du soldat, lui donna la permission de partir. Par une froide nuit de novembre, Priscilla, vêtue d'une robe de marin bleu, marine et blanche, se rendit à la résidence temporaire d'Elvis à Bad Nauheim. Dès qu'il la vit, Elvis fut immédiatement conquis. Malgré leur différence d'âge, Priscilla exerçait sur lui une fascination particulière. Il la berça de chansons comme « Are You Lonesome Tonight ?» pour tenter de séduire la jeune femme timide. Alors que la nuit touchait à sa fin, Priscilla accepta en silence qu'elle ne reverrait peut-être jamais Elvis.
Elvis était attiré par Priscilla car elle lui rappelait sa défunte mère, Gladys. Après le décès de celle-ci, il ressentait un vide immense, que Priscilla, sans le savoir, contribua à combler. Elvis pensait pouvoir faire d'elle la compagne idéale, et c'est ainsi que leur histoire commença. Après quelques rencontres, les parents de Priscilla insistèrent pour qu'elle rencontre Elvis. Paul Bolow se demandait pourquoi une célébrité comme Elvis s'intéressait à sa fille adolescente. Elvis laisse Sharma, insistant sur le fait qu'il trouvait Priscilla mature et appréciait sa compagnie. Malgré leur réticence, ses parents donnèrent de leur accord. Priscilla, déjà profondément amoureuse, révéla plus tard qu'elle aurait trouvé un moyen d'être avec Elvis quels que soient les obstacles. Pendant tout le reste du séjour d'Elvis en Allemagne, le monde de Priscilla tourna autour de lui. Bien qu'elle continuât ses études, il devint son unique préoccupation. Elle veillait tard pour passer du temps avec Elvis, ce qui la fatiguait pendant les cours. Elvis lui proposa même des pilules pour l'aider à rester éveillée, mais elle refusa. Leur idylle naissante demeura secrète en raison du jeune âge de Priscilla. En mars 1960, alors qu'Elvis s'apprêtait à rentrer chez lui, Priscilla était triste. Pour que ses lettres se distinguent du courrier des fans, elle utilisa des enveloppes roses. Ses parents craignaient qu'il ne l'oublie, mais ce ne fut pas le cas. Peu après son retour, il reprit contact avec elle. Plus tard, en 1962, il invita Priscilla à Los Angeles pour une visite. Elvis ajouta une étape à Las Vegas durant leur voyage, et leur relation évolua dans ce nouveau contexte. Pour rester éveillée la nuit comme Elvis, Priscilla prenait des pilules. Elvis commença à modifier son apparence, choisissant ses vêtements, sa coiffure et son maquillage. Priscilla se laissa influencer par l'homme qu'elle aimait, s'efforçant de répondre à ses attentes. Après avoir passé Noël à Graceland, la visite se poursuivit et Elvis suggéra à Priscilla de déménager à Memphis pour terminer ses études secondaires. Au début, ses parents hésitèrent, mais Elvis promit qu'elle vivrait avec son père, Vernon, et sa belle-mère, Dee. Après de longues discussions, les Bolows finirent par accepter. Priscilla s'inscrivit au lycée Immaculate Conception et logea d'abord chez Vernon et Dee avant de s'installer à Graceland. Concilier les cours le jour et le train de vie d'Elvis la nuit devint difficile. Elvis lui remit des pilules et, bien qu'épuisée, Priscilla se sentait très attachée à lui. Malgré l'approfondissement de leur lien, Elvis insistait pour attendre avant d'avoir des relations intimes. Malgré la dévotion de Priscilla, il fréquentait d'autres femmes. Pourtant, elle lui resta fidèle, acceptant sa complexité. Elvis a influencé tous les aspects de la vie de Priscilla. Sa coiffure, ses vêtements et même sa posture. Elle s'est teint les cheveux en noir, a porté des facettes dentaires et a imité son style. Priscilla reconnaissait être totalement absorbée par son univers. La célébrité s'accompagnait de ragots incessants. In public, des inconnus chuchotaient à son sujet, inventant des histoires de grossesse et de projets de mariage. Comme elle n'avait que 14 ans à l'époque, ils durent patienter. Qui de la jolie Priscilla avait le plus de chance? La naissance de Lisa Marie changea leur mariage. Elvis prit ses distances. Priscilla sentait un fossé se creuser entre eux, fossé aggravé par ses infidélités. Malgré son amour pour lui, elle chercha du réconfort ailleurs. Priscilla fréquenta brièvement le propriétaire d'une école de danse, puis entama une relation avec Mike Stone, professeur de karaté. La souffrance et les trahisons incessantes l'ont poussé à partir en 1972. Elvis était furieux en l'apprenant, allant jusqu'à menacer son compagnon. Des amis l'ont apaisé, et Priscilla a finalement pris son indépendance. Pourquoi pensait-il qu'Elvis était dangereux? Quand on pense à Elvis Presley, on imagine généralement un homme aimable et charmant, aux cheveux noirs brillants, au sourire doux et à la voix chaleureuse. Il avait ce don particulier de susciter chez les gens une multitude d'émotions, de la joie aux larmes. Ses chansons donnaient envie de danser et ses performances émerveillaient le public. Pour ses fans, Elvis était un trésor, mais on oublie souvent qu'à ses débuts, certains le considéraient comme un problème pour la société. Pour quelques-uns, il représentait même un danger pour la communauté. Je me souviens d'avoir entendu ces histoires. Elles se sont transmises de génération en génération. Certains pensaient que sa présence scénique, son chant et l'enthousiasme débordant qu'il suscitait chez les jeunes allaient perturber la paix dans le monde. On le jugeait trop audacieux, trop différent, trop libre. Bien qu'Elvis n'ait jamais fait l'objet d'une enquête officielle du FBI, contrairement à d'autres, son nom est apparu à maintes reprises dans leurs archives. Le FBI s'est intéressé à lui pour la première fois en 1956, alors qu'il était au sommet de sa gloire, et a conservé des dossiers le concernant même après sa disparition.
La consultation ultérieure de ces dossiers a révélé un mélange de lettres de fans et d'inquiétudes quant à l'influence qu'Elvis pourrait avoir sur l'avenir de l'Amérique. Elvis a toujours respecté la police et aimait collectionner les insignes. Il les chérissait et les recevait souvent en cadeau. En 1972, une lettre d'un homme se disant passionné par la police, Alan Starr d'Elvis, fit son apparition dans les archives du FBI. Cet homme écrivait au président pour demander un insigne, car Elvis en possédait un et il souhaitait lui ressembler. C'est dire l'influence qu'exerçait Elvis. En 1971, J. Edgar Hoover, alors directeur du FBI, écrivit pour exprimer ses regrets de n'avoir pu rencontrer Elvis lors de sa visite dans les bureaux du FBI. Hoover avait une grande estime pour Elvis et le considérait comme un ami proche. Mais tout le monde ne partageait pas cet avis. Quelques années auparavant, Hoover avait reçu une lettre d'un tout autre genre. C'est une mère de 5 filles qui a écrit qu'Elvis était un mauvais exemple pour les jeunes. Elle pensait que sa musique et ses danses étaient dangereuses et faisaient plus de mal que de bien. Et elle n'était pas la seule. À cette époque, de nombreux adultes s'inquiétaient de l'influence d'Elvis sur la jeunesse. Ils pensaient que sa musique encourageait les mauvais comportements, le manque de respect envers les aînés et des pulsions incontrôlables chez les jeunes. Un officier du renseignement militaire à la retraite a même écrit une lettre en 1956 affirmant qu'Elvis représentait un grave danger pour le pays. Selon lui, les concerts d'Elvis excitaient tellement les adolescents que cela pouvait perturber l'ordre public. Je me souviens avoir vu cette même lettre. Elle qualifiait les pas de danse d'Elvis d'inconvenants. Malgré sa tenue vestimentaire modeste, la lettre affirmait que ses prestations véhiculaient un mauvais message. Il y avait aussi l'histoire de 2 adolescentes qui s'étaient fait signer la peau par Elvis, ce qui avait fait scandale à l'époque. Beaucoup pensaient alors que les adolescents étaient facilement influençables. Tout ce qui était trop excitant ou différent était perçu comme risqué. Aussi, Larry Vade d'Elvis, avec ses mouvements audacieux et sa voix envoûtante, a profondément inquiété parents, enseignants et chefs religieux. Certains ont même répandu d'horribles rumeurs à son sujet. Il prétendait que ses fan clubs étaient des lieux où se déroulaient des choses louches. D'autres l'accusaient de consommer des drogues dangereuses et d'entraîner la jeunesse sur une mauvaise pente. La plupart de ces histoires étaient fausses. Mais ce qui effrayait vraiment, c'était qu'Elvis incarnait quelque chose de nouveau. La liberté. Il était différent des autres chanteurs. Il a su toucher la jeunesse comme nul autre. Ses chansons insufflaient aux jeunes énergie, courage et l'audace d'être eux-mêmes. À une époque où les adultes exigeaient des enfants le silence et le respect de règles strictes, Elvis est arrivé et a tout bouleversé. Sa musique, profondément influencée par les artistes afro-américains, a dérangé certains. Les préjugés de l'époque rendaient difficile pour certains d'accepter qu'un chanteur blanc s'inspire de la culture noire. L'utilisation de ces sonorités par Elvis, conjuguée à son audace, a exacerbé la colère de certains critiques. En 1956, un écrivain new-yorkais affirma qu'Elvis avait ruiné la musique. Un magazine catholique prit également la parole pour le critiquer. Même le célèbre Frank Sinatra déplora que la musique d'Elvis puisse détourner les jeunes des bonnes valeurs. La même année, à Jacksonville, en Floride, un juge déclara qu'Elvis était devenu un dégénéré. Incroyable. Le juge menaça même de l'arrêter s'il bougeait trop sur scène. Ce soir-là, Elvis tenta de rester immobile en chantant « Mais, fidèle à son esprit espiègle, il remua un doigt ». Le public était conquis. Avec le temps, l'opinion publique sur Elvis s'est adoucie. Ceux qui le considéraient autrefois comme une menace ont fini par l'admirer. Les jeunes fans ont grandi, mais ont conservé leur amour pour lui. Même ses plus anciens détracteurs ont commencé à reconnaître sa grande gentillesse et sa générosité. Elle s'est confiée sur son mari. Mais ce n'est pas tout. Restez avec nous pour en savoir plus. Le souvenir de Priscilla concernant la terrible épreuve d'Elvis. On se souvient souvent d'Elvis Presley pour son sourire éclatant, ses concerts endiablés et les foules de fans qui scandaient son nom. Mais peu de gens connaissent les moments de solitude et de silence qu'il a traversés, des périodes empreintes de peur et de chagrin. L'un de ces moments s'est produit loin de chez lui, dans une petite ville appelée Bonheim, en Allemagne de l'Ouest. C'était en 1959 et, bien que le monde entier le connaisse comme une superstar, en Allemagne, Elvis n'était qu'un simple soldat faisant son devoir envers son pays. Mais même dans un lieu paisible, les difficultés ont fini par le rattraper. À cette époque, Elvis était très soucieux de son apparence. Il prenait soin de sa peau et était fier de son physique, souhaitant la garder impeccable. Pendant son séjour à l'étranger, il engagea un homme du nom de Greil Lando, qui prétendait être dermatologue. Au début, Elvis crut avoir fait le bon choix.
Les soins se déroulaient discrètement dans sa chambre et tout semblait aller pour le mieux. Elvis lui faisait confiance et était satisfait des soins reçus. Mais peu à peu, l'atmosphère changea. Le comportement de Greil Lando se transforma. Ses agissements inquiétèrent les proches d'Elvis, la Memphis Mafia, son cercle d'amis fidèles. Ils sentaient que quelque chose clochait. D'après ce que j'ai appris dans les documents qui ont refait surface par la suite, Greil Landau a commencé à se comporter d'une manière qui a choqué tout le monde. Il a eu une attitude déplacée envers Elvis et lui a confié des histoires douloureuses sur son enfance difficile. Il a même avoué avoir des sentiments pour les hommes et les femmes. Elvis, connu pour sa gentillesse et sa patience, a d'abord essayé de comprendre, mais la veille de Noël, il n'en pouvait plus. Elvis a décidé d'arrêter tous les traitements et a demandé à Greil Lando de partir. Il exprima sa déception et ses regrets d'avoir fait confiance à quelqu'un qui lui avait causé un tel malaise. Mais au lieu de partir discrètement, Greil Lando s'est mis en colère. Il menaça Elvis avec des allégations de photos et d'enregistrements secrets susceptibles de nuire à sa réputation. Que ces allégations soient vraies ou non, elles effrayèrent Elvis. À sa place, même une simple rumeur pouvait ruiner une carrière, surtout à une époque où l'on attendait des stars une perfection absolue. Jeune soldat loin de Graceland et entouré d'inconnus, Elvis se retrouva soudain dans une situation terrifiante. Le 28 décembre 1959, des officiers de l'armée convoquèrent Elvis pour l'interroger au sujet de l'incident. La vérité ne tarda pas à éclater. Greil Lando n'était pas un véritable médecin. L'armée, en collaboration avec le FBI, réagit promptement. Elle s'efforça de régler discrètement la situation et de préserver la réputation d'Elvis. Elle voulait s'assurer qu'aucun scandale ne nuise à son dossier militaire ni ne le poursuive à son retour aux États-Unis. Elvis décida de régler le problème financièrement. Il paya Greil Landau $200 pour les soins et $315 pour un billet d'avion pour Londres. L'accord était simple. Quitter l'Allemagne et ne plus jamais importuner Elvis. L'homme était censé prendre un vol le jour de Noël et disparaître de la vie d'Elvis. Mais comme souvent, les choses ne se sont pas passées ainsi. Au lieu de partir, Greil Landau est revenu, réclamant cette fois $250 supplémentaires. Elvis, espérant en finir enfin avec cette histoire, les lui a donnés. Hélas, le cauchemar n'était pas terminé. Le lendemain même, Greil Landau a rappelé, exigeant cette fois une somme bien plus importante. 20 €. Il prétendait avoir quitté son emploi en Afrique du Sud pour aider Elvis et réclamait désormais une somme plus importante. J'imagine mal ce qu'Elvis a dû ressentir à ce moment-là. Si loin de chez lui, entouré de gens qu'il connaissait à peine, pris au piège d'une situation périlleuse qu'il n'avait pas provoquée. Et pourtant, il garda son sang-froid. Il garda la tête haute et géra la situation sans laisser paraître sa peur. Finalement, le 6 janvier 1960, Greil Landau quitta l'Allemagne pour Londres. D'après les notes du FBI, ce fut la dernière fois qu'Elvis eut de ses nouvelles. Le chapitre sombre et effrayant était terminé. Il s'est achevé non pas dans un fracas de gros titres, mais dans un soulagement discret. Rétrospectivement, cette histoire me rappelle que même les personnes les plus célèbres au monde portent de lourds fardeaux invisibles. Malgré les projecteurs, les applaudissements et le courrier des fans, il y a eu aussi des moments difficiles. Elvis Presley, pourtant adulé par des millions de personnes, a dû affronter de véritables épreuves, comme tout le monde. Même en Allemagne, loin des projecteurs, le danger a réussi à le rattraper. Mais comment est-il parvenu à une telle célébrité? Suivez-nous. Comment Elvis a conquis la gloire? Quand on pense à Elvis Presley, on imagine une star rayonnante, une voix qui touchait les cœurs et un sourire qui illuminait chaque pièce. Mais avant d'être connu du monde entier, Elvis était un garçon timide de Memphis, animé de rêves immenses. Son ascension vers la célébrité fut semée d'embûches. Elle fut jalonnée de surprises, de choix audacieux et de moments où la chance semblait lui ouvrir des portes. À ses débuts, Sam Phillips, le propriétaire de Sun Records, était en quête de nouveautés. Il recherchait un jeune artiste capable de faire découvrir la musique soul des musiciens noirs à un public plus large. Un jour, Sam découvrit une chanson intitulée « Without You », interprétée par Jimmy Sweeney. Il l'adora et se dit que ce jeune garçon, Elvis Presley, pourrait peut-être la chanter lui aussi. Elvis arriva au studio, partagé entre la nervosité et l'espoir. Il essaya, mais la chanson ne convenait pas à sa voix. Pourtant, il y avait quelque chose dans son timbre qui attira l'attention de Phillips. Intrigué, Sam demanda à Elvis de chanter quelques autres morceaux. Il y avait une étincelle dans sa voix, une chaleur qui captivait le public. Phillips n'était pas prêt à abandonner.
Il fit appel à deux musiciens locaux, le guitariste Scotty Moore et le bassiste Bill Black, pour voir ce qu'ils pourraient faire. Un soir de juillet, ils se retrouvèrent au studio, mais rien ne semblait fonctionner. Tout le monde était sur le point de rentrer quand, soudain, Elvis se mit à gratter un vieux morceau de blues. « That's all right !» La pièce s'anima. Scotty et Bill se joignirent à lui et l'atmosphère changea instantanément. Sam Phillips sut que c'était le moment. Il se mit aussitôt à enregistrer, impatient de capturer la magie. Peu après, Dwee Phillips, un DJ populaire de Memphis, diffusa la chanson dans son émission. Les auditeurs l'adorèrent. Les lignes téléphoniques furent saturées d'appels demandant à la réécouter. Dwee la passa en boucle toute la nuit. Le public fut surpris d'apprendre qu'un jeune blanc de Memphis pouvait chanter avec autant d'âme. Dwee alla même jusqu'à demander à Elvis en direct où il avait fait ses études, simplement pour satisfaire la curiosité des auditeurs. Ce fut un tournant. Peu de temps après, le trio enregistra un morceau bluegrass, Blue Moon of Kentucky, lui insufflant une nouvelle énergie. Phillips ajouta un effet d'écho spécial appelé slapback et ils enregistrèrent les deux chansons ensemble. C'était le début d'une petite aventure qui allait devenir inoubliable. En novembre 1954, Elvis fit ses débuts à la radio dans l'émission Louisiana Hayride. Au début, le public était un peu perplexe, mais dès sa deuxième prestation ce soir-là, Elvis se détendit et le public tomba sous son charme. L'émission lui proposa un contrat pour se produire tous les samedis, qu'il accepta avec joie. Il échangea sa vieille guitare contre une Martin flambant neuve et partit en tournée avec Scotty et Bill. Ils se sont produits dans des villes comme Houston et Texarkana. Elvis a également fait quelques apparitions à la télévision et, malgré un refus lors d'une audition, il a persévéré. Début 1955, Elvis était célèbre dans tout le Sud. Ses passages à la radio, ses tournées incessantes et ses disques à succès ont fait de lui un nom familier. En janvier 1956, sa carrière a pris un tournant décisif. Il a enregistré Heartbreak Hotel pour RCA Victor, accompagné de son groupe habituel et de nouveaux musiciens comme Chet Atkins. La chanson, empreinte de tristesse et de nostalgie, s'est rapidement hissée en tête des classements dès sa sortie. Le manager d'Elvis, le Colonel Tom Parker, s'assura que son visage et sa musique résonnent aux quatre coins de l'Amérique. Ses apparitions dans des émissions télévisées majeures comme Stage Show permirent au public de le voir de près. À New York, Elvis enregistre de nouvelles chansons, dont Blue Suede Shoes, un titre entraînant qui devint rapidement un favori des fans. Il atteignit la première place des charts country avec I Forgot to Remember to Forget, mettant ainsi fin à sa collaboration avec Sun Records, Parker prenant alors le contrôle total de la maison de disques. En mars 1956, RCA sort le premier album d'Elvis, mélangeant country, pop et rhythm and blues. On y trouve le titre Blue Swat. Elvis y livre une performance supérieure à celle de l'interprète original, Carl Perkins. L'album devient le premier disque de rock and roll à atteindre la première place du classement Billboard, où il restera pendant 10 semaines. Le style d'Elvis est unique. Alors que de nombreux chanteurs blancs adoucissent le rhythm and blues, Elvis en assume pleinement la fougue. Son chant passionné, son énergie débordante et l'importance accordée à la guitare enthousiasment les jeunes auditeurs et inquiètent les plus âgés. Même s'il n'était pas le meilleur guitariste, sa présence scénique a fait de cet instrument un symbole de liberté et de rébellion. En 1968, des années plus tard, alors que sa gloire s'était quelque peu estompée, Elvis a fait un retour inoubliable. Vêtu de cuir noir, il est apparu dans une émission spéciale télévisée, interprétant son morceau avec cœur et passion. Ce soir-là, Elvis a rappelé au monde sa magie. Il n'était pas seulement un chanteur. Il était un conteur, une âme de spectacle, et la voix d'une nouvelle génération. Le jour où Elvis a fait ses adieux, Elvis Presley, l'étoile montante de Memphis qui avait jadis fasciné le monde, était un homme différent en 1977. L'éclat de son regard s'était éteint. Son sourire légendaire était marqué par la lassitude, et celui qu'on appelait autrefois le roi menait un combat intérieur silencieux. Derrière la gloire, la musique et les projecteurs, ses proches pouvaient percevoir la souffrance qu'il habitait. Il n'était plus le jeune homme fort et énergique qu'il avait été. Son corps, jadis plein de vie, peinait sous le poids des tournées incessantes, des exigences de la célébrité et des médicaments dont il dépendait. Les pilules lui engourdissaient l'esprit, ralentissaient ses pas et brouillaient sa mémoire. Parfois, il oubliait les paroles de chansons qu'il avait chantées des milliers de fois. Malgré tout, il persévérait. Il enfilait sa combinaison étincelante et montait sur scène car, au fond de lui, il savait que ses fans l'attendaient toujours.
qu'il l'acclamait encore. Lors d'un concert à Alexandria, en Louisiane, Elvis put à peine rester sur scène 1 heure. Il avait du mal à parler et ses yeux étaient fatigués. Le concert suivant, à Baton Rouge, fut annulé car il était incapable de se lever. D'autres dates durent être reportées, mais Elvis refusa de s'arrêter. Par amour pour son public ou par peur de tomber dans l'oubli, il persévéra. Même ses fans les plus fidèles commencèrent à remarquer que quelque chose n'allait pas. Dans les salles de concert, des murmures parcoururent l'atmosphère. On se demandait ce qui arrivait à cet homme qui avait jadis semblé invincible. Seul dans sa chambre, Elvis se plongea dans des ouvrages spirituels et de vieux spectacles d'humour en quête d'un peu de paix. Son cousin Billy Smith se souvenait comment Elvis pouvait éclater de rire un instant, puis se taire soudainement, l'esprit accablé par les soucis. En juin 1977, Elvis sort Way Down, son dernier single. À peu près au même moment, CBS vient filmer 2 de ses concerts pour une émission spéciale. Le premier, à Omaha, montrait un Elvis fatigué, la voix faible, parlant souvent plus qu'il ne chante. 2 soirs plus tard, à Rapid City. Il semble aller un peu mieux. Il avait perdu du poids. Sa voix était plus forte. Et on retrouve par moments le Elvis d'antan. Mais au fil du concert, la sueur ruisselle sur son visage et l'épuisement le gagne. Son dernier concert a lieu à Indianapolis le 26 juin 1977. Personne ne se doutait que ce serait son dernier concert. Fatigué mais fier, Elvis donna au public ce qu'il put. Il chanta, sourit et remercia ceux qui l'avaient soutenu depuis le début. Durant ces derniers mois, Elvis dut faire face à un autre coup dur. 3 de ses anciens gardes du corps publièrent un livre regorgeant de secrets douloureux, de détails sur ses problèmes de santé et sa consommation de drogue. Elvis fut anéanti. Il tenta d'empêcher la publication du livre, offrant de l'argent, les suppliant, mais en vain. L'homme qui avait jadis été possédé par des millions se sentait plus seul que jamais. Sa santé se dégradait sans cesse, sa vue se brouillait, sa tension augmented, son foie souffrait et son côlon s'était hypertrophié. Des années de mauvaises habitudes et une surconsommation de médicaments avaient eu raison de lui. Le 8 août 1977, Elvis loua le parc d'attractions Libertyland à Memphis. Ce fut l'un de ses derniers moments de bonheur. Entouré d'amis proches, il fit des tours de manège et rit comme un enfant, savourant ses joies simples aussi longtemps qu'il le put. Puis vint le 16 août 1977, une journée qui resterait à jamais gravée dans sa mémoire comme un jour de tristesse. Elvis s'apprêtait à partir pour une nouvelle tournée à Portland, dans le Maine. Mais ce matin-là, sa fiancée, Ginger Alden, le trouva inanimé sur le sol de la salle de bain de Graceland. La maison fut sous le choc. On appela les secours. Les ambulanciers arrivèrent en courant, mais il était trop tard. Dans l'après-midi, Elvis Presley fut déclaré mort. Il n'avait que 42 ans. Le monde s'écroula. Dans les rues, les gens pleuraient. Les radios diffusaient ses chansons en boucle. Des fans se rassemblaient devant Graceland, bougies à la main, chantant ses airs préférés. Même si sa voix s'était tue, sa musique résonnait aux 4 coins du monde. Que pensez-vous d'Elvis Presley? Dites-le nous dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et à vous abonner à la chaîne pour plus d'actualités sur les célébrités. Avant de partir, regardez les autres vidéos sur votre écran.